destin tragique de Lady Diana. Le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris. À 36 ans, Lady Di a trouvé la mort dans un accident de voiture en compagnie de son nouvel ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Leur voiture, poursuivie par des paparazzi à moto, roulait à très grande vitesse lorsque le conducteur en a perdu le contrôle. Good evening. The People's Princess is dead across the country, across the world. Millions are trying to come to terms with the awful tragedy of Diana's untimely death. Good evening. The princess who spent her life in the relentless glare of the public eye died in a speeding car in Paris, apparently trying to evade pursuing photographers. Le 31 août 1997, 4 heures du matin, le monde dort encore quand une voix grésille sur les ondes de la BBC. Trois mots qui vont faire pleurer des milliards de personnes. Reported that Diana, Princess of Wales, has died. En quelques heures, des millions de gens se rassemblent devant les grilles du palais de Kingston, pas pour un roi, pas pour une reine, mais pour elle. Pour Diana Spencer, la femme qui avait osé être humaine dans un monde fait de marbre et de protocoles. Mais derrière cette mort officiellement classée comme un banal accident de la route, se cachent des hommes donc qui, 27 ans plus tard, n'ont jamais totalement disparu. Une voiture fantôme jamais retrouvée, un chauffeur dont le comportement cette nuit-là reste troublant, et une princesse qui, quelques mois avant de mourir, avait écrit une lettre à son majordome en disant: quelqu'un prépare un accident de voiture pour m'éliminer. Aujourd'hui, on plonge dans la nuit du 31 août 1987, pas pour alimenter des théories folles, mais pour poser les vraies questions que les enquêtes officielles ont laissées sans réponse. Bienvenue dans l'histoire de Diana, la vraie. Pour comprendre comment Diana est morte, il faut d'abord comprendre comment Diana a vécu. Et pour comprendre comment elle a vécu, il faut remonter à l'enfant qu'elle était, une petite fille qui a grandi convaincue qu'elle était un problème. De son vrai nom, Diana Frances Spencer naît le 1er juillet 1961 à Park House, une demeure nichée dans le domaine royal de Sandringham, dans le comté de Norfolk. Son père est écuyer de la reine, sa famille, les Spencer, est l'une des plus anciennes lignées aristocratiques d'Angleterre. Leur origine remonte au 15e siècle. Sur le papier, Diana est née avec tous les privilèges. Mais les murs dorés ne protègent pas de tout. Diana est la troisième fille de la famille. Or, la famille Spencer entendait désespérément un fils, un héritier. Son père, le vicomte, attendait un garçon. Sa mère l'attendait aussi. Diana n'est fille. Elle grandit avec ce sentiment diffus, douloureux d'être une déception, d'être arrivée dans le mauvais corps au mauvais moment. Elle a 6 ans quand son monde se fonde une première fois. Ses parents se séparent. Sa mère, Frances, quitte le domicile familial pour partir avec un autre homme. Diana racontera plus tard une image qu'il a hantée toute sa vie, le crissement des chaussures de ma mère dans la l'allée de gravier. S'éloignant, elle n'est pas venue dire au revoir, elle est simplement partie. Diana a 6 ans et elle apprend que les personnes qu'on aime peuvent disparaître sans prévenir. Le divorce est un scandale dans l'Angleterre aristocratique des années 1920. Sa mère perd la garde de ses enfants lors d'un procès. Diana et son frère Charles sont élevés par leur père, un homme décrit par des proches comme froid, distant, souvent absent. Les nourrices se succèdent à un rythme effréné dans la maison. Personne ne reste, personne ne dure. Diana comprend comment elle peut. Elle s'invente une famille dans ses peluches. Elle soigne les animaux blessés qu'elle ramène à la maison. À 13 ans, et c'est un détail qui fait tout. Elle déclare à son père: je sais que je poserai un homme très célèbre. Ce n'est pas de l'ambition. C'est le rêve d'une petite fille qui cherche désespérément à compter pour quelqu'un. Elle est renvoyée de 2 écoles pour résidents insuffisants. Elle n'obtient aucun diplôme et ne brille pas dans les matières académiques. Elle est extraordinairement douée pour une chose, ressentir de la douleur pour les autres. Et y répondre, c'est ce don-là qui fera d'elle une icône et qui la rendra si dangereuse aux yeux de la famille royale. À 18 ans, elle travaille comme assistante dans une école maternelle de Londres. Elle adore les enfants. Elle est timide, effacée, presque invisible. Personne ne verrait en elle la future princesse de Galles. Mais en 1980, lors d'un match de polo, elle croise à nouveau le regard d'un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance, le prince Charles. Il a 31 ans. Elle en a 19 ans. Et pour la famille royale, cette jeune femme douce, sans passé, sans éclat, coche toutes les cases. Le 24 février 1981, Buckingham Palace annonce les fiançailles. Le monde entier s'emballe. La presse parle de conte de fées. Diana sourit sur les photos, mais quelque chose dans ses yeux ne sourit pas tout à fait. Car ce que le public ne sait pas, c'est que Diana est déjà au courant. Entre leur première rencontre et le jour du mariage, le couple ne s'est que vu 13 fois. 13 fois, et pendant ces rares rencontres, elle a compris. Charles est toujours amoureux d'une autre femme, Camilla Parker Bowles. Quelques jours avant le mariage, Diana est prête à tout annuler. Ses sœurs lui disent: trop tard, ta tête est déjà
déjà sur les tasses à thé. Le 29 juillet 1981, 750 millions de personnes regardent Diana descendre l'allée de la cathédrale Saint-Paul dans sa robe à traîne de 7 mètres. Elle confiera plus tard s'être sentie ce jour-là comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Dans ce vœu, par un acte de rébellion discret mais symbolique, elle refuse le mot obéir. C'est son premier acte de résistance. La lune de miel est un désastre absolu. À peine embarqué sur le yacht Royal Britannia, Charles sort un livre et commence à lire les œuvres de son philosophe préféré. Diana pleure dans sa cabine. Ils rejoignent ensuite le château de Balmoral en Écosse. Charles part chasser dès le matin. Diana se retrouve seule dans le château glacé, entourée de gens qui parlent à voix basse et la regardent comme si elle était un meuble encombrant. Et puis, dès les premiers jours, il y a Camilla, pas physiquement. La boulimie commence une semaine après les fiançailles, déclenchée par une remarque en apparence anodine. Pour lui, c'est peut-être une plaisanterie. Pour Diana, c'est le coup parfait de toutes les années où elle s'est sentie insuffisante. Son corps entier, sa valeur entière, remise en question par l'homme qu'elle était censée aimer. Le monde voit une princesse rayonnante dans des robes magnifiques. La réalité derrière les grilles de Kingston est terrifiante. Diana souffre d'une dépression sévère dès la naissance de William en 1982. La famille royale ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. La reine est froide, distante. Philippe est condescendant. Les conseillers du palais lui expliquent que les princesses ne font pas de dépression. Ils lui suggèrent de se ressaisir, de sourire et jouer son rôle. Diana joue son rôle et dans les couloirs déserts du palais, elle se détruit. Les crises de boulimie atteignent jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Elle se lève la nuit pour manger en cachette, puis se fait vomir dans les salles de bain des appartements. Elle perd du poids de façon alarmante. Son tour de taille au mariage était de 73 cm. En quelques mois, il descend en moins de 60 cm. Les photos de l'époque montrent une femme qui disparaît. Elle tente de se suicider plusieurs fois. À une occasion, elle se jette dans un escalier du palais. Une autre fois, elle s'entaille les poignets avec un couteau à décaper. Elle dira plus tard que ce n'est pas une volonté de mourir, c'était un hurlement. Un appel désespéré à être vu, à ce que quelqu'un comprenne la profondeur de sa souffrance.
La réponse de Charles, la colère, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Aux yeux de la famille royale, cette femme qui crie et pleure et saigne est une esclave, un embarras, pas une femme qui se noie. Et pendant tout ce temps, il y a Camilla, le biographe André Morton, qui a recueilli des témoignages de Diana dans les enregistrements secrets dès 1991, décrit l'omniprésence de Camilla dans la vie du couple comme quelque chose de systématique, d'organisé. Charles fracture sa clavicule lors d'un match de polo. La première personne à se précipiter à l'hôpital est Camilla. Mais quand Diana est conduite depuis Kingston pour le rejoindre, elle entend les radios des gardes du corps grisé et s'assure que Camilla sera bien partie avant son arrivée. Le palais organise les mensonges. Diana confronte Charles, elle confronte Camilla. À une soirée en 1989, elle affronte directement la maîtresse de son mari. Camilla dit qu'elle espère que Diana n'est pas dérangée de la voir. Diana répond calmement qu'au contraire, elle sait exactement ce qui se passe. Elle a toujours su et elle n'est pas aussi stupide que tout le monde le croit. En 1991, au fond du désespoir, Diana prend une décision radicale. Elle va parler, elle contacte secrètement le journaliste André Morton et enregistre pendant des mois dans la clandestinité totale des heures de confession sur cassette audio. Sa boulimie, ses tentatives de suicide, la liaison de Charles, l'indifférence de la famille royale. En 1992, le livre Diana, sa vraie histoire est publié. Le Royaume-Uni est sous le choc. 6 mois plus tard, la séparation officielle est annoncée au Parlement. La guerre des Galles, comme la presse l'appellera, est terminée. Diana a gagné l'opinion publique. Elle a perdu sa vie telle qu'elle la connaissait. Le divorce est prononcé le 28 août 1996. Diana perd son titre d'altesse royale. On lui retire ses gardes du corps. On lui retire son bureau au palais. La machine royale essaie de l'effacer. Mais il est trop tard. Diana est désormais plus puissante que la famille royale elle-même et tout le monde le sait. Libérée de Charles, libérée du protocole, Diana se révèle enfin. Et ce qu'elle révèle, puis le monde. Elle serre dans ses bras des malades du sida à une époque où on pensait encore que la maladie se transmettait par le toucher. Elle marche dans des champs des mines en Angola en janvier 1990, en combinaison anti-explosion devant les caméras du monde entier, forçant le gouvernement à prendre position sur un traité d'interdiction que le Royaume-Uni devait signer. Diana était devenue une bombe politique vivante et ça, certains ne le supportaient pas. À l'été 1997, elle multiplie les actions humanitaires. Elle visite les hôpitaux en Angola, en Bosnie. Elle documente les victimes de mines antipersonnelles. Ses interventions ont plus d'impact que des années de diplomatie silencieuse. Tony Blair la soutient, la Maison Blanche l'appelle et la famille royale la regarde avec une froideur qui, selon certains proches, ressemble davantage à de la peur commune. Dans sa vie privée, Diane est pour la première fois vraiment amoureuse du docteur Hasnat Khan, chirurgien cardiaque pakistanais, brillant et discret, est ce qu'elle appelle l'amour de sa vie. Pendant 2 ans, elle se déguise en perruque et lunettes noires pour le rejoindre incognito. Elle se rend au Pakistan pour rencontrer sa famille. Elle est prête à tout abandonner pour lui. Et la famille Khan refuse. Impossible pour leur fils d'épouser une princesse britannique non musulmane sous le feu perpétuel des médias. En juin 1997, Hasnat met fin à la relation. Diana est dévastée une dernière fois. C'est dans ce contexte qu'elle embarque sur le yacht de Dodi Al Fayed cet été-là. Dodi est charmant, extravagant, attentionné. Il lui offre des cadeaux somptueux, l'amène en Méditerranée, lui consacre toute son attention. Certains croient qu'elle l'aimait vraiment, d'autres pensent qu'elle cherchait à rendre jaloux Hasnat, d'autres encore qu'elle avait simplement besoin d'être mise dans les bras de quelqu'un. Ce qui est certain, Diana en cet été 1997 ressemblait pour la première fois à quelqu'un qui sourit sans effort et sous l'objectif des paparazzi qui ne la lâchait pas d'une semaine, cette femme enfin libre va courir droit vers sa mort. Revenons à cette nuit, reconstituant les faits minute par minute. Le 31 août, 22h, Diana et Dodi dînent au restaurant L'Espandon du Ritz Place Vendôme à Paris. Une dizaine de paparazzi stationnent dehors. Le couple décide de changer ses plans plutôt que d'affronter les photographes. Le 31 août, à 0h10, Dodi Al Fayed ordonne une manœuvre de diversion. Leur voiture officielle part pour l'entrée officielle. Vide, Diana, Dodi, leur garde du corps Trevor Reeves Jones et le chauffeur Henry Paul quittent le Ritz par une porte dérobée à l'arrière et monte dans une Mercedes-Benz noire. C'est là que les premières questions commencent. Henry Paul n'était pas censé conduire ce soir-là. C'était le responsable de la sécurité du Ritz par un chauffeur de Diana. Elle est appelée en urgence et selon l'enquête française, il avait 1,74 grammes d'alcool par litre de sang, plus de 3 fois
que la limite légale. Il prenait également 2 antidépresseurs, du Prozac et de la thiapride, dont l'interaction avec l'alcool peut provoquer des comportements imprévisibles. Mais le père d'Henri Paul, lui, nie farouchement ses conclusions. Il affirme à plusieurs fois que les échantillons sanguins analysés n'étaient pas ceux de son fils. Le 31 août, à 0h26, tunnel du pont de l'Allemand, la Mercedes entre dans le tunnel à une vitesse estimée entre 105 et 155 km par heure. La limite autorisée est de 50 km par heure. Soudain, un accrochage. Une Fiat Uno blanche touche légèrement le flanc gauche de la Mercedes. Henri Paul perd le contrôle. La voiture percute de plein fouet le 13e pilier en béton du tunnel. L'impact est dévastateur. Henri Paul meurt sur le coup. La colonne vertébrale brisée. Le klaxon coincé sur son corps retentit dans la nuit. Jordi Alpayed est tué à l'instant. Trevor Rhys Jones, le seul à avoir bouclé sa ceinture, est grièvement blessé mais survivant. Diana, elle, est coincée entre les sièges en vie mais dans un état critique. Les secours arrivent 6 minutes après l'accident. Pendant près d'une heure, ils tentent de la désincarcérer. Son pied droit est coincé sous le siège avant. À 1h30, elle est transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les chirurgiens opèrent pendant 2 heures. Elle souffre d'une rupture de la veine pulmonaire gauche, une hémorragie. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, le 31 août 1997, la princesse des cœurs est déclarée morte. Elle avait 36 ans. Ce n'est pas de la théorie du complot, ce sont des faits non résolus. 2 enquêtes officielles ont conclu au même verdict. Accident de la route, chauffeur ivre, vitesse excessive. L'enquête française de 1997 à 1999 et l'opération Fargate de Scotland Yard, un rapport de 832 pages publié en 2006. Mais voici ce que ces enquêtes n'ont pas réussi à résoudre, des faits, pas des théories. La Fiat Uno fantôme. Les traces de peinture blanche sur la Mercedes et des morceaux de phare avant rouge dans le tunnel prouvent qu'une Fiat Uno a heurté le véhicule de Diana. Des témoins l'ont vu sortir du tunnel. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Officiellement, cette voiture n'a jamais été identifiée avec certitude. La lettre de Diana. Plusieurs mois avant sa mort, Diana a écrit une lettre à son majordome, Paul Burrell. Elle affirme que quelqu'un planifie un accident de voiture pour m'éliminer. Les enquêteurs ont qualifié cela de simple prémonition, mais cette lettre existe. Elle a été lue devant le jury britannique lors de l'enquête de 2008. Le mystère des caméras de surveillance. Le trajet de la Mercedes depuis le Ritz jusqu'au tunnel de l'Allemand est l'un des secteurs les plus surveillés de Paris. Et pourtant, aucune caméra de surveillance n'a filmé le véhicule dans le tunnel cette nuit-là. Certaines étaient éteintes, d'autres orientées différemment. Coïncidence? Peut-être, mais troublant. Henri Paul est les virements inexpliqués. L'enquête révèle qu'Henri Paul, simple employé du Ritz, possédait plusieurs comptes bancaires en Suisse avec des montants importants, difficilement explicables par son seul salaire. Mohamed Al-Fayed a toujours prétendu qu'il travaillait pour les services secrets britanniques. Cela n'a jamais été prouvé, mais cela n'a jamais été totalement écarté non plus. Je ne dis pas que Diana a été assassinée. Les 2 enquêtes les plus rigoureuses menées sur cet incident concluent à un accident. Mais il y a des points qui demeurent sans réponse et dans une mort aussi symbolique que celle de Diana, même les zones grises ont de l'importance. La reine Elisabeth II observe le silence RS à Balmoral avec William et Harry qui n'ont pas été réveillés pour apprendre la mort de leur mère. Pendant plusieurs jours, la famille royale ne dit rien. Buckingham Palace ne met pas son drapeau en berne. Le peuple britannique est scandalisé. C'est Tony Blair qui trouve les mots le matin du 31 août dans un discours improvisé depuis son jardin. You know how difficult things were for her from time to time. I'm sure we can only guess at, but the people everywhere, not just here in Britain, everywhere, they kept faith with Princess Diana. They liked her, they loved her, they regarded her as one of the people. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever. Le 5 septembre, sous la pression populaire immense, Elisabeth II accepte enfin de s'exprimer à la télévision.
Le lendemain, le 6 septembre 1997, les funérailles de Diana rassemblent 3 millions de personnes dans les rues de Londres, 1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier. Le cercueil passe devant Buckingham Palace. La reine, pour la première fois depuis des décennies, s'incline légèrement. William et Harry, 15 et 12 ans, marchent derrière le cercueil de leur mère sous les yeux du monde entier. Sur le cercueil, une lettre du jeune Harry adressée à maman. Diana Spencer n'était pas parfaite. Elle avait ses contradictions, ses fragilités, ses impulsions. Mais dans un monde où les puissants apprennent à se taire et à souffrir, elle a choisi de parler, de souffrir en public, d'aimer sans filtre. Et peut-être que c'est précisément ça qui la rendait dangereuse aux yeux de certains et indispensable aux yeux de tous les autres. 27 ans plus tard, la flamme dorée au-dessus du tunnel de l'Allemagne est toujours couverte de fleurs. Elle n'est pas oubliée, elle ne le sera jamais. Si cette histoire vous a touché, si vous avez des questions ou des éléments que vous souhaitez partager, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout. La prochaine fois, on plonge dans une autre histoire que l'histoire officielle a voulu enterrer. Abonnez-vous, la vérité mérite d'être cherchée.